Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation plutôt d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui on s'occupe d'une équipe espagnole, la Movistar. On va revenir un petit peu sur la saison 2024 de cette équipe, les victoires, les résultats des statistiques, les coureurs à suivre. Enfin un petit peu comme sur toutes les autres vidéos de présentation depuis le début. N'hésitez pas à voir la playlist des différentes présentations, que ça soit des équipes, de toutes les équipes ou des équipes World Tour. N'hésitez pas à faire un super fan, ça c'est seulement si vous avez les moyens. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne en rajoutant la petite cloche, parce que comme ça vous pouvez cliquer rapidement sur les différentes vidéos dès qu'elles sortent et ça permet de les mettre plus en avant sur la plateforme YouTube. On commence tout de suite avec la Movistar. Alors la Movistar, une équipe qui est la plus ancienne. Je rappelle que la structure Movistar, pour ceux qui ne le sauraient pas, était la structure de la caisse d'épargne, qui était en fait avant la structure d'Ibanesto, enfin de Ibanesto.com et de Banesto. On rappelle cette équipe où notamment est passé Miguel Indurain, et c'était en fait l'équipe Reynolds dans les années 80, donc c'est une équipe qui existe depuis 1980. Et oui, donc ça fait 40, désormais 45 ans que cette équipe existe. Et oui, c'est la 46e saison de cette formation Movistar. C'est ça qui est assez exceptionnel de longévité. C'est l'équipe la plus ancienne en termes de structure qui est en World Tour, parce que même la Lotto belge n'est pas aussi ancienne. Le budget de cette année du côté de la Movistar, enfin en 2024, le budget était aux alentours de 25 millions d'euros, ce qui est dans la moyenne des différentes structures du World Tour, mais c'est quand même une équipe qui n'a pas vraiment eu la même progression, la même augmentation que d'autres équipes, parce qu'à l'époque de la caisse d'épargne c'était quand même un des gros budgets du peloton, et maintenant c'est un budget beaucoup plus moyen du côté de la Movistar. Alors c'est vrai que moi j'ai connu à l'époque de la caisse d'épargne, c'était un budget à 12-13 millions d'euros sur la fin, et c'est vrai qu'avec la Movistar on avait quand même un peu amélioré encore le budget, mais aujourd'hui on atteint un peu les plafonds de ce que peut faire Movistar, et à 25 millions d'euros, tu t'aperçois que ça devient de plus en plus difficile d'être performant en World Tour. Tu commences à être devancé par pas mal de formations. C'est quasiment en fait le budget d'Astana l'année dernière. On est à peu près à 25 millions d'euros pour les deux, donc c'est pas si énorme que ça du côté de la Movistar. Alors les résultats en 2024 de la Movistar, j'ai envie de dire c'est une saison classique de la Movistar. C'est-à-dire qu'il y a toujours les mêmes choses en plus, et il y a toujours les mêmes lacunes du côté de la Movistar. Les mêmes lacunes, notamment le sprint. Aujourd'hui, Movistar n'a toujours pas la tradition du sprint, mais n'essaye pas de l'avoir. C'est-à-dire quand on voit comment on travaille autour du Gaviria, c'est vrai qu'on comprend bien que cette équipe-là, le sprint, c'est pas sa passion, c'est pas sa priorité. De l'autre côté, point fort, ça reste quand même la montagne. Les grands tours restent un point fort de cette formation, notamment le Tour d'Espagne. Mais voilà, sur les grands tours, c'est quand même là où cette équipe marche le mieux. Les courses par étapes, c'est là où cette formation fonctionne le mieux. Toujours ce problème avec la Movistar pour moi, c'est d'être dépendant du monde hispanique. C'est-à-dire que en gros, Movistar, on s'aperçoit que c'est très compliqué pour les concurrents qui ne sont ni espagnols ni colombiens d'exister. Bon, alors c'est sûr que quand tu parles pas beaucoup l'espagnol comme Rémi Cavagna, c'est quand même un petit peu con d'aller dans cette équipe. Mais pour d'autres coureurs, ça reste quand même pas l'effectif le plus simple pour les non hispanophones pour pouvoir exister, même si c'est un effectif qui essaye de s'internationaliser depuis maintenant quelques années, mais on s'aperçoit quand même que ça reste peu évident pour des concurrents en dehors de la Movistar. Que dire de plus sur la Movistar en 2024 ? C'est dommage d'avoir perdu des coureurs qui avaient été efficaces, même si on en récupère des bons.
Et c'est vrai qu'on a perdu notamment Lascano. Et ça, c'est un petit peu dommageable parce que c'est vrai que Lascano avait permis à cette formation d'exister quand même sur les Flandriennes. C'est quand même une équipe qui a progressé sur les Flandriennes. Mais elle n'est pas encore en mesure de rivaliser avec les meilleures équipes. Il y a quand même toujours un petit déficit de performance sur ces épreuves-là. Mais moi, j'ai connu l'époque où cette formation n'existait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle partait dans les échappées et surtout les coureurs qui allaient sur les Flandriennes, c'était un peu presque une punition d'aller sur les Flandriennes avec la Movistar. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui est un peu plus efficace dans ce domaine-là, mais ça reste toujours quand même difficile de rivaliser, notamment avec les équipes belges ou les meilleures équipes du monde dans ce domaine. Donc toujours quand même, tu vois, dans les résultats, une domination des courses par étapes dans les résultats. Et en fait, avant le mois de mai, c'est quand même, avant avril, on va dire même, plutôt que mai. Mais avant avril et avant mi-avril, c'est quand même une équipe qui a du mal à obtenir des grands résultats sur les grosses courses. C'est une équipe plutôt de deuxième partie de saison. C'est une équipe qui est toujours très en forme sur la Vuelta, qui est plutôt pas mal, même si cette année ça a peut-être été plus discret sur le Tour de France, qui est toujours très présent sur le Giro aussi, mais c'est une équipe de grand tour. Aujourd'hui, c'est là où elle marque le maximum de points. C'est vrai que sur d'autres courses du calendrier, c'est un petit peu plus difficile, parce qu'encore une fois, sur les sprints, cette équipe n'a pas ne met pas les moyens pour emmener correctement des sprinteurs, et encore une fois n'a pas la culture du sprint. Donc voilà. Et on peut se dire aussi que Eusebio Unze, ça fait partie d'un des derniers gros managers aujourd'hui qui sont là depuis de nombreuses années dans le cyclisme. On n'en a plus tant que ça. Il y a Marc Madio qui est aussi là, mais qui a pu vraiment. Alors Eusebio Unze aussi, il est plus dans la voiture. Comme Marc Madio, il a plus un rôle de manager, mais c'est vrai que des mecs qui sont là depuis très longtemps dans les équipes, il n'y en a plus tant que ça. Et puis ça tourne beaucoup également au niveau des staffs. Autant avant, un mec changeait peu d'équipe. C'est-à-dire qu'un mec qui était dans un staff, il restait 10 ans, 15 ans dans la même équipe. Maintenant, on voit pas mal de changements. Je pense notamment à Stéphane Goubert qui change de formation. Mais on avait eu la situation inverse l'an dernier. Et ça avec un mec de la FDJ qui était allé chez Decathlon. Mais avant, ces changements, ces transferts, on va dire, de staff étaient beaucoup plus rares. C'est vrai que ça fait depuis 4-5 ans maintenant que ça devient beaucoup plus récurrent. Bon, je crois qu'on a fait le tour du côté des résultats, donc on va parler des victoires. Alors là aussi, une statistique qui est toujours intéressante, c'est que c'est une équipe qui gagne très peu. Alors ça, c'est depuis de nombreuses années que cette équipe gagne assez peu. Alors on a eu 8 victoires, plus une pour un coureur qui n'avait pas le maillot de la Movistar ce jour-là. C'était Ivan Romeo qui avait remporté le championnat du monde espoir du contre-la-montre. Parmi les autres victoires, donc au nombre de 8, vous avez le Trofeo Plancha pour Pelayo Sanchel, Will Barta qui a remporté la 5e étape du Tour de la Communauté de Valence, Fernando Gaviria qui a remporté la première étape du Tour de Colombie, la Classica Reine Parisor pour Oyer Lascano, Pelayo Sanchez qui a remporté la 6e étape du Tour d'Italie, Alexa Aramburu qui a remporté l'étape 4 du Tour de Belgique et le championnat d'Espagne sur route, et dernière victoire pour John Barrenetxea qui remportait le circuit de Getxo au mois d'août, au tout début du mois d'août. Beaucoup de pauses entre certaines victoires. C'est vrai qu'entre la victoire sur la Classica Rennes, c'est-à-dire la victoire numéro 4 et la victoire numéro 5, il y a 3 mois qui s'écoulent. Et puis, bon, on voit en 2 mois aussi entre les championnats d'Espagne et le circuit de Getxo. 8 victoires, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Du côté de la Movistar, on avait connu que 2 victoires en 2020. Et puis, alors je vais retrouver la date parce que c'est un petit peu compliqué. Tout est un petit peu chamboulé. Mais en 89, on était à seulement 9 victoires. Alors, c'était aussi une autre époque. Il y avait moins de courses de cyclisme. Mais par exemple, en 2010, il y avait seulement 12 victoires. C'est une équipe de toute manière qui gagne de moins en moins. C'est une équipe de toute manière qui régresse dans la hiérarchie mondiale depuis 10 ans. On n'est plus sur le niveau qu'avait la Caisse d'Épargne. La Caisse d'Épargne, ça faisait partie du top 3, top 4 mondial au niveau des formations, avec la CSC, avec Rabobank notamment, qui faisait partie des grosses équipes. Bon, aujourd'hui, Movistar a régressé dans la hiérarchie, encore une fois, parce que
le sponsor mais certes plus d'argent, mais n'est pas en capacité d'augmenter son budget comme on peut le faire d'autres équipes. Peut-être qu'il faudrait un co-sponsor à la Movistar pour pouvoir augmenter le budget de 10 millions d'euros, ce qui te mettra à 35, et à 35 tu commences à repasser, on va dire, dans le top 6, dans le top 7 des plus gros budgets du World Tour. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Movistar descend d'année en année dans cette hiérarchie, et ce qui fait que c'est de plus en plus compliqué pour cette équipe d'obtenir des résultats. Alors, si on regarde la première victoire, combien de jours avant la première victoire? L'année dernière, c'était 26, c'est plutôt dans la moyenne de cette formation, à part en 2021 où il avait fallu attendre 92 jours et le Grand Prix Miguel Indurain pour Alejandro Valverde. Mais c'est vrai que souvent, on est quand même sur cette moyenne-là, du côté des victoires sur une année. Le nombre de victoires, donc avec 8 victoires du côté de la Movistar, eh bien c'est à égalité avec la Bardiani. Si on regarde du côté des équipes World Tour, vous avez Cofidis qui a moins gagné. Seulement, il n'y a que la Cofidis qui a moins de victoires. Donc c'est vrai que c'est pas fantastique de ce côté-là. C'est moins de victoires par exemple que Astana. Mais Astana, il y a quand même pas mal de victoires du côté d'épreuves de deuxième division de moindre importance en Asie. Le nombre de vainqueurs différents du côté de la Movistar, là aussi c'est pas Jojo, on est à 6. Alors à 6, je rappelle que c'est une équipe qui n'a gagné que 8 fois. Donc ça reste quand même, on sent qu'ils ne sont pas dépendants d'un coureur. Je crois qu'il n'y a que Pelayo Sanchez qui a remporté plusieurs victoires l'année dernière du côté de la Movistar. C'est plus que la Cofidis, mais encore une fois, la Cofidis avait moins de victoires. C'est quand même moins que Intermarché. Encore une fois, Arkea, c'est moins que la moyenne du côté du World Tour. Le nombre de victoires en World Tour est bien seulement une l'année dernière sur le Giro. Là aussi, c'est le total le plus faible du côté du World Tour, parce que il y a un classement qui se fait avec le nombre de victoires, et puis quand des équipes sont à égalité, on regarde le nombre de points qu'a apporté cette victoire. Donc du côté de la Movistar, cette victoire n'ayant apporté que 80 points, eh bien elle se retrouve en 18e position derrière Arkea et Astana dans ce classement. Donc l'objectif quand même en 2024 pour cette formation, c'est d'aller marquer plus de victoires, parce qu'en termes de points, alors globalement on a plutôt des chiffres qui sont à la baisse, qui sont en régression. En termes de points, bon, il y a eu une petite baisse au niveau des points pro Cycling Stats par rapport à l'année d'avant, mais c'est pas la pire saison de l'effectif. Et on regarde, c'est plutôt stable par rapport aux dernières années. Si on regarde les 4 dernières années, donc depuis la Covid, en 2021, 4950 points pro Cycling Stats, 5006 quasiment en 2022, 5000 en 2023, 4006. Donc c'est pas non plus une descente aux enfers non plus drastique, mais là encore, par rapport aux résultats qu'a connu cette équipe au milieu des années 2000, eh bien on est moins bien. On est moins bien du côté de cette formation. On regarde les transferts. Pas mal de changements quand même du côté de la Movistar. Ça fait depuis deux ans où il y a beaucoup de changements. Parmi les départs, donc Vinicius Rangel qui n'a pas trouvé de point de chute. Rémi Cavagna et Johan Jacobs qui étaient à la Groupama FDJ. Bon, Rémi Cavagna, c'est quand même un peu devenu une blague. Ivan Ramiro Sosa, lui qui rejoint la Kern Pharma en deuxième division. Sergio Samitier, la Cofidis. Comme Alex Aramburu. Et puis Bora, Red Bull Bora Hansgrohe pour Oyer Lascano. Du côté des arrivées, eh bien, on a 2 coureurs de la Cara Rural. Vous avez donc Orluis Aolar et Jefferson Cepeda. Pablo Castrillo, pardon, j'allais dire Pedro, mais Pablo Castrillo, je vais y arriver, qui était du côté de l'équipe Ken Pharma. Nathanael Tesfacion qui était chez Lidl Trek. Et puis Diego Pescador qui était dans l'équipe GW Erco Shimano, donc qui était l'équipe du patron de Androni qui est décédé, Gianni, le grand patron de Androni, qui est décédé d'un cancer, je crois, Gianni Savio, je crois, qui est mort le 30 décembre. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais qui a été un grand manager d'équipe italienne
pendant très longtemps et qui a dirigé cette équipe-là pendant très longtemps, hein, parce que jusqu'à sa mort, il dirigeait cette équipe. Et puis, là, ça a été un peu la surprise de dernière minute. Michel Hessmann, pour ceux qui s'en souviennent, coureur qui était suspendu, qui était à la Visma Lease Bike, mais qui a été suspendu pour dopage, pour anomalie dans ses analyses sanguines, notamment par rapport au passeport sanguin. Eh bien, Michel Hessmann, donc qui fera son retour du côté de la Movistar. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était dessus, hein, donc bon, on verra du côté de Michel Hessmann ce que ça donnera du côté de la Movistar. J'espère qu'il parle espagnol. Ça, c'est sûr que s'il ne parle pas espagnol, ça peut être compliqué pour le coureur allemand qui était la Visma, mais de toute manière, il n'avait plus de contrat, hein, potentiellement. Il rejoindra l'équipe en tac-tac. Il rejoindra l'équipe le 15 janvier, puisque pour l'instant, c'est ça. Hein. Oui, il a rejoint l'équipe le 15 janvier parce qu'il était suspendu jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voilà, Michel Hessmann qui n'a pas couru depuis les championnats du monde en 2023. Parce qu'il était plutôt sur une bonne dynamique hein, avant de s'arrêter avant qu'on l'arrête pour dopage. Tout simplement parce qu'il a été pris par la patrouille. Hessmann, je sais même... Alors je vous dis que c'était un problème d'analyse sanguine. C'était quel problème? Voilà, il avait eu un médicament contaminé. Enfin, lui, c'est ce qu'il disait, que voilà, qu'il avait pris un médicament contaminé. Voilà, par une autre molécule, ce qui est désormais la mode hein, des défenses avec produits contaminés, mais il avait perdu son contrat avec la Visma dans cette affaire, hein, qui a duré très longtemps, hein. Ça aussi, ça a été compliqué. Normalement, sa suspension, c'est jusqu'en mars, hein, donc normalement, techniquement, il n'a pas le droit de courir jusqu'en mars, hein, Michel Hessmann. On regarde l'effectif pour cette formation du côté de 2025. Eh bien, nous avons donc 29 coureurs. Le plus jeune est Diego Pescador, il a 20 ans. Le plus vieux est Nelson Oliveira. Alors, c'est une équipe qui est plutôt âgée. Elle est 15e dans le classement des équipes World Tour en termes de moyenne d'âge, avec 27 ans,7. C'est un an plus élevé que la Red Bull Bora, par exemple, et c'est quasiment 2 ans plus vieille que les équipes les plus jeunes qui sont pareilles. Et là, Picnic, après, ça n'a jamais été une formation extrêmement jeune, hein. C'est vrai que la Movistar n'a jamais vraiment misé sur les jeunes coureurs. Vous avez donc là aussi 12 coureurs qui ont 30 ans ou plus, dont 2 coureurs qui ont 35 ans ou plus, c'est Nelson Oliveira, Davide Chimolai. Et à l'inverse, vous avez une dizaine de coureurs qui ont moins de 25 ans. Pelayo Sanchez, John Barrenetchea, vous avez Pablo Castrillo, Michel Hessmann, Carlos Canal, Manilo Moro, Moro l'italien, Lorenzo Milesi, Ivan Romeo et donc Diego Pescador. Que dire de cet effectif? On est toujours pas sur du sprint, hein, on le voit très clairement. Même si on a l'arrivée de Orluis Saolar, on verra comment ça se passera pour ce coureur-là, le Vénézuélien. On a beaucoup de coureurs hispanophones, hein. C'est pas une surprise, hein. Peu de coureurs étrangers, à part les Italiens, qui sont quand même au nombre de 4 dans cet effectif. Et puis, toujours dépendant des grimpeurs, c'est-à-dire Ener Rubio, Enric Mas, pour aller marquer des gros points. Et puis, toujours Nairo Quintana dans cet effectif, parce que c'était pas sûr qu'il soit renouvelé. Il a été renouvelé. Nairo Quintana, je n'ai même pas regardé pour combien de temps. Nairo Quintana, ça doit être 1 an, je crois que c'était renouvelé 1 an ou 2 ans, Quintana. Voilà, il a été renouvelé 1 an. Lui qui aura 35 ans bientôt. Nairo Quintana, il est du 4 février. 29 coureurs, donc voilà, on a encore
un coureur de réserve potentiellement, malgré l'arrivée de Michael Hessmann. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur cet effectif, à part qu'il n'y a pas énormément de coureurs qui m'emballent dans cette équipe. C'est vrai que c'est pas l'équipe que j'affectionne le plus au niveau de l'effectif. Les coureurs à suivre désormais, eh bien, on commence avec le premier, c'est Enric Mas. Bah oui, le leader espagnol, alors toujours aussi peu passionnant. Hein. C'est vrai que Enric Mas, c'est quand même un peu à la manière d'un Kelderman. Hein. Ça fait pas partie des coureurs qui attaquent le plus, on va pas se mentir. Il y a toujours ce côté-là frustrant, je pense notamment sur le dernier Tour d'Espagne, où il y avait une grosse frustration pour ma part, parce que je me disais qu'il était, je pense, en capacité de rivaliser avec Primož Roglič, et là, je pense regretter en fin de course, parce que s'il avait attaqué, il aurait peut-être battu Ben O'Connor, potentiellement. Coureur qui a quand même eu des résultats l'an dernier, notamment une très bonne fin de Tour de France, Volta intéressante, voilà, sur des courses de début de saison, il était présent aussi, je pense, au Tour de Catalogne et Tour de Romandie, même si c'est un mec qui a assez peu couru en première partie de saison, on s'était vraiment concentré sur la fin d'année, et je pense qu'il est arrivé un peu court en nombre de jours de course quand il est arrivé sur le Tour de France, et il finit très très fort. 5e place sur le Tour de Lombardie, 8e du Giro dell'Emilia, 8e également des championnats du monde. Alors l'année prochaine, saison qui sera encore constituée du Tour de France et de la Vuelta, avec quand même plus de courses en début de saison, et notamment un passage en France où il fera la Faune Ardèche classique, et donc la Drôme classique également, peut-être pour préparer les championnats d'Europe qui seront sur des parcours similaires. Je rappelle, à la fin de la saison, bien entendu, Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, hein, il ne va quasiment jamais à Paris-Nice ou à Tirreno. Et puis, passage par les Ardennaises avant d'aller sur le Dauphiné pour changer et aller notamment sur le Tour d'Espagne et le Tour de France, et finir par le Tour de Lombardie. J'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude. Donc, une reprise de saison plus tôt sur le Tour d'Andalousie. Contrairement à l'an dernier où il avait commencé seulement sur Tirreno, donc là il reprendra un petit peu plus tôt, ce qui permettra d'accumuler des jours de course et peut-être de ne pas avoir ce souci en début de Tour de France où il avait vraiment du mal à trouver son rythme. Et encore une fois, pourquoi on suit Enric Mas? Parce que c'est vrai que ils sont pas nombreux à être en capacité de rivaliser avec les meilleurs du côté de la Movistar. Enric Mas fait partie de cela. Et puis c'est un coureur qui est en fin de contrat, Enric Mas, aussi avec la Movistar. Donc est-ce qu'il continuera avec la formation espagnole, où il a un rôle de leader, ou est-ce qu'il ira dans une autre équipe? Ça c'est la grande interrogation pour le coureur espagnol qui vient d'avoir 30 ans. Il a eu 30 ans il y a une dizaine de jours. On poursuit avec Pablo Castrillo, qui lui aussi est du mois de janvier. Dis donc, ils sont tous janvier-février à Movistar. Qui vient donc d'avoir 24 ans, Pablo Castrillo. Ça a été l'une des révélations comme de la saison dernière, avec cette magnifique Vuelta, notamment en 2024. Et puis il n'a pas fait que la Vuelta non plus, hein. Il a été présent aussi sur le Tour de Burgos et le Tour de Slovénie. Donc c'est vraiment un coureur qui a été excellent l'an dernier sur pas mal de courses, qui a été donc la grosse révélation avec cette Vuelta où il a réussi à remporter 2 étapes, et surtout il a été omniprésent à l'attaque. On sait que normalement il devait aller chez Ineos, c'était la rumeur et c'était presque signé, puis à la dernière minute, Movistar a réussi à la récupérer. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la Movistar, parce que ces dernières années, la plupart des bons coureurs espagnols, ils n'étaient pas passés par la Movistar. Je pense Juan Ayuso, je pense Carlos Rodriguez également, qui étaient allés dans des équipes étrangères. Et c'est vrai que moi j'avais dit notamment que quand tu n'arrives pas à attirer les meilleurs coureurs de ta nation, alors qu'encore une fois tu es la seule équipe World Tour espagnole, c'est pas un bon signe pour ton statut, on va dire, par rapport à ton statut dans l'élite mondiale. C'est-à-dire que les jeunes ne sont pas attirés par ton équipe parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas suffisamment bonne. Donc c'est vrai que j'avais dit, putain, s'ils n'arrivent pas à attirer Pablo Castrillo, c'est quasiment le 3e crack espagnol sur ces dernières années qu'ils n'arrivent pas à recruter. Donc ça serait quand même assez terrible. Et puis ils ont réussi à le récupérer un petit peu à la dernière minute,
peut-être aussi que les soucis à l'intérieur de chez Ineos, notamment autour de Thomas Pidcock, ont refroidi le coureur espagnol, qui aura un rôle, on ne sait pas trop. Pablo Castrillo, est-ce que ça sera le lieutenant d'Enric Mas? Est-ce qu'il pourra jouer sa carte sur les plus grandes courses du calendrier? Ça, c'est la grande interrogation. Il fera notamment Paris-Nice. Donc là, on le suivra parce que c'est un parcours qui peut lui convenir. Il ira également sur le Tour de France autour d'Enric Mas. Parce qu'il n'aura pas un statut un peu plus de leader qu'Enric Mas sur le Tour de France? Ça, c'est quand même la grande interrogation. Parce que lui aussi, on a du mal à savoir quelles sont les limites de ce coureur aujourd'hui, Pablo Castrillo, vu la Vuelta qu'il avait réalisée. Donc forcément, on va le suivre. Après, pas toujours facile de confirmer. L'année dernière, il n'était pas attendu. Cette année, il est un petit peu plus attendu au tournant. Donc il faudra voir comment il arrive à gérer ça mentalement et avec un peu plus de pression sur les épaules que ce qu'il avait chez Kern Pharma. Et puis surtout, il quitte la structure Kern Pharma alors qu'il était passé également par l'Iserté. Donc ça faisait depuis ses 19 ans qu'il était dans l'équipe de la Lizerte et la Kern Pharma. Donc voilà, ça faisait quand même un petit temps, depuis ses 18 ans même plutôt, qu'il était dans ces équipes-là. Donc voilà, on verra maintenant ce que ça donnera dans une autre structure. Or, Luis Aular, vous savez que c'est un coureur que je trouve qui est intéressant, le Venezuela. Il remplace pour moi Aramburu. Il a des qualités similaires à Aramburu, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un sprinter, parce que c'est un peu en fait le profil Corbin Strong, mais il passe mieux les bosses pour moi qu'un Corbin Strong. Mais vous voyez un peu ce profil Michael Matthews, c'est-à-dire des coureurs qui sont pas véritablement sprinters, qui ont une énorme pointe de vitesse, mais qui sont pas totalement sprinters, qui sur un sprint massif sur le plat ne vont pas pouvoir rivaliser normalement avec les meilleurs sprinters du peloton, mais qui sur des arrivées en faux plat montant ou sur des étapes très difficiles peuvent être très dangereux grâce à leur capacité à gravir les bosses. Et bien c'est ça qu'a Luis Aular. Je pense que c'est le premier Vénézuélien depuis l'époque à Euskaltel à être en première division. Donc ça fait depuis très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu de Vénézuélien au top niveau du côté de Luis Aular. L'année dernière, certes, il n'a pas fait de Vuelta, son équipe n'était pas invitée, donc il n'a pas fait de grand tour. Malgré tout, 12e du Tour d'Allemagne, 2e du Tour du Limousin derrière Alex Baudin, présent également sur la Crow Race, présent également sur le Trofeo à Joaquim Agostinho qu'il a remporté, et on l'a vu également autour du Finistère, où il avait pris la 11e place. Donc voilà, c'est un coureur qui est assez régulier, c'est pas un pur sprinter, encore une fois, je pense qu'ils peuvent bien se compléter avec Gaviria, parce que Gaviria est quand même sur un profil pur sprinter, c'est pas un mec qui passe beaucoup les bosses. Or, Luis Aular, lui, a cette capacité-là, et pour moi, il est dans le profil Alex Aramburu, donc ça va un peu permettre de remplacer la perte qu'on a eu du côté de cette formation avec le départ d'Alex Aramburu. Et puis je continue avec Diego Pescador. Lui, il m'intéresse parce que Gianni Savio a toujours eu la capacité à repérer des jeunes coureurs, notamment en Amérique du Sud. Il avait toujours ses petits contacts en Amérique du Sud. Lui, il a quand même fini 7e du Tour de l'Avenir. Donc ça, c'est plutôt un bon résultat. Et puis, si tu regardes sur les courses en Colombie, il a été très très fort sur pas mal d'épreuves où il a été aux avant-postes. 3e également du Trofeo Piva, qui est une course importante en Italie pour les jeunes, notamment. Et puis, sur le Tour de Colombie, il avait fini 3e du classement des jeunes, mais oui, quand on regarde toutes les courses en Colombie, il a été hyper efficace, 15e du Baby Giro, donc 7e du Tour de l'Avenir. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner pour ce coureur dans cette formation Movistar, mais ça peut être peut-être une belle surprise. Voilà, lui commencera également dès le Tour de Lander le 21 janvier. On fera une présentation du Donander comme l'année dernière, je pense qu'on la fera lundi. Voilà, la présentation du Non-Under qui est habituelle. Je pense que voilà, on la fera lundi dans la journée
ou peut-être même demain, parce que je sais pas si on a déjà la liste de départ, mais si on a déjà la liste de départ, je peux peut-être la faire demain. Oui, on a déjà la liste de départ, donc je ferai peut-être ça samedi, peut-être ça demain, la présentation du Down Under. Toujours une course intéressante en début de saison. On poursuit avec les autres coureurs à suivre. Fernando Gaviria. Moi, j'ai toujours la croyance qu'il pourrait revenir au top. Là, de toute façon, c'est un peu l'année ou jamais pour Gaviria, hein, parce qu'il est en fin de contrat avec la Movistar. Vu ce qu'il a montré, notamment l'année dernière, sur la première saison, c'était un peu mieux, mais c'est vrai que l'année dernière, il n'a vraiment pas montré grand-chose. Il y a un moment, si tu veux conserver un contrat en World Tour, voilà, il va y avoir l'envie d'avoir des résultats. Et puis voilà, son passage chez Movistar pour le moment n'a pas été exceptionnel. Donc je pense que ça serait bien un moment de revenir aux avant-postes et de remontrer ce qu'on sait faire du côté de Fernando Gaviria. Passage du côté de Palma de Majorque, comme d'habitude, voilà, du Trofeo Palma de Majorque, hein, toutes ces courses-là. Tour d'Oman, UAE Tour, sur son programme, il a souvent fait l'UAE Tour, même l'année dernière, et donc pas de Tour de Colombie hein, pour lui, contrairement à l'an dernier. Et on verra si ça se passera mieux du côté de Fernando Gaviria, parce que c'est vrai ça n'avait pas été une grande saison l'an dernier hein, pour Gaviria. Il a même assez peu couru au final, seulement 61 jours et 715 points UCI, mais beaucoup de places d'honneur et peu de grandes victoires hein, voilà, du côté de Gaviria. Donc on espère qu'il retrouve les chemins, qu'il arrive à de nouveau lever les bras. Pardon. C'est dommage parce qu'il avait fini deuxième à Turin. Et ensuite, ça s'était un peu dégradé au fur et à mesure de son Tour de France. Voilà, donc c'était un petit peu dommageable. Et puis Ener Rubio, moi j'avais bien aimé son Giro l'an dernier, en 2024, où je trouve qu'il avait été très efficace. Donc il fera de nouveau le Giro, un petit peu cantonné au Giro pour le moment. Et je me dis qu'avec sa 7ème place l'an dernier, où il avait très très bien fini Rubio hein, en montagne, il avait surtout perdu du temps sur les chronos. Je ne sais pas s'il a progressé dans ce domaine-là, mais en montagne, ça fait quand même partie des bons coureurs. Je dirais des coureurs un peu en deuxième division. Il n'est pas encore en première division, mais peut-être que ça sera le cas cette année pour un coureur qui est vraiment le profil type hein, du grimpeur colombien, c'est-à-dire petit gabarit, léger, hein, 1m64, 56 kg, avec des capacités à changer de rythme de manière assez violente. Et donc voilà, j'espère qu'il sera en capacité de jouer encore le général du Giro en 2025. Et puis, pourquoi pas en 2026 avoir les coups des franches avec un départ d'Enric Mas. Lui, un départ d'Enric Mas, ça lui ferait du bien, ça pourrait lui permettre de faire le Tour de France, que jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait le Tour de France. Ça sera son 7e grand tour cette année, le Giro, s'il participe. Et pas de Tour de France pour le moment, seulement des Giro et des Vuelta. Il a déjà 4 Giro à son actif, Ener Rubio, qui a peut-être été moins régulier en 2024 qu'en 2023. Donc là aussi, on aimerait peut-être le revoir un peu plus longtemps sur l'année, parce que c'est vrai qu'il a fait un grand Giro, mais en dehors de son Giro, ça a été un petit peu plus calme en termes de résultats. Donc c'est ça aussi qu'on suivra du côté d'Ener Rubio, s'il est capable de faire une saison de janvier à octobre 2025. Le maillot, alors c'est con, l'année dernière, le maillot de la Movistar, il ressemblait un peu au maillot de la Décathlon. Donc ils se sont dit, tiens, cette année on va changer de couleur de maillot. Et puis ils se sont dit, tiens, la Bahreïn va pas refaire 2 fois la même chose avec du bleu, ils vont revenir à du rouge. Pas de peau, la Bahreïn a gardé le blanc et le bleu, donc eux aussi ils ont du blanc et du bleu, donc la différence entre les deux maillots, alors elle est un petit peu plus marquée que ce qu'on pouvait avoir à certains moments avec la Décathlon pendant la saison, mais ça reste pas énorme quoi, hein, les différences, donc il faudra être attentif dans un peloton parce que c'est des maillots avec de la dominante blanche et un peu de bleu, donc ça sera pas facile à voir. Le maillot de la Movistar, il y a du bleu un peu plus foncé
que du côté du maillot de la Bahreïn. Je trouve quand même le maillot de la Movistar plus réussi en termes de design que le maillot de la Bahreïn, hein. Si on doit comparer les deux, je trouve le maillot est réussi en termes de design. Voilà, pas de chance pour eux. C'est que bah voilà, ils ont une autre équipe dans le peloton qui a décidé de faire un petit peu de continuer sur cette même lignée de couleurs très claires et un petit peu de bleu. On verra si on arrive à les repérer facilement, mais je trouve le maillot plutôt joli. Alors déjà l'année dernière, ce bleu là déjà ça a changé des autres équipes du peloton, mais bon voilà on verra maintenant ce que ça donnera, si on arrivera à les repérer facilement dans le peloton, mais ça sera déjà le cas le Delander, hein, donc dans 4 jours désormais le Delander féminin qui a déjà commencé, hein, même hein, pour ceux qui veulent le suivre, le Tour de Delander féminin qui a déjà débuté. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!